Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes. Un des chevals de bataille pour moi, là, qui je trouve qui est le plus important, là, c'est on ne peut pas déterminer la détresse humaine par le portefeuille, ni par le salaire. Tu peux pas. C'est une des critiques numéro 1 du frigo-partage. Il y a des gens entre citoyens, ils se critiquent parce qu'ils regardent la voiture du gars qui vient chercher la nourriture dans le frigo-partage. Ils disent « Ah, son char, il mérite pas, lui. Il est pas poqué, Ouais. il n'y a pas de rouille, il ne devrait pas prendre ces repas-là. C'est pour des personnes qui sont pauvres. Mais Ouais. on sait pas, hein, mais cette personne-là, là, elle doit rusher sa vie parce qu'elle vient chercher de la boue dans le frigo. » Dans Oncause sociale, nous abordons des enjeux cruciaux qui touchent le quotidien de nos communautés. Ensemble, nous découvrons des expertises et des expériences qui nous en apprennent un peu plus sur les inégalités sociales. Vous découvrirez ici des histoires inspirantes pour initier un changement durable dans la réduction de la pauvreté et de l'exclusion. Je m'appelle Isabelle Genet. Merci de causer avec nous. On ne se le cachera pas, l'inflation actuelle, ça perpétue l'insécurité socio-économique. C'est très préoccupant. On le constate à tous les jours, tout le monde le voit. Le prix de l'épicerie, le logement, l'essence, tout augmente. Mais est-ce qu'on est toutes et tous égaux face à cette inflation? Cette situation alarmante-là, elle perpétue des inégalités sociales. Ça entraîne des conséquences en cascade pour des familles, pour des personnes qui sont atteintes. Puis il est plus qu'important de s'y attarder. Pour causer de ce sujet aujourd'hui, je suis très heureuse de recevoir Geneviève Paradis, responsable du développement humain chez PMB. Bonjour Geneviève. Bonjour Isabelle. Et Patricia Casey, directrice générale de l'organisme Service d'entraide Basseville, qui est associé à Centraide. Bonjour Patricia. Bonjour, bonjour. Un grand merci à toutes les deux d'être là et de participer. Je pense qu'on pourrait commencer juste en parlant de vous autres un peu, là, si ça vous va. Geneviève, si tu devais résumer ton parcours, ton quotidien, mais aussi ton lien avec le sujet dont on parle aujourd'hui, je pense que ça serait intéressant que tu nous partages ça. Donc, ça fait depuis 2019 que je travaille au développement humain chez Produits métalliques bussières, PMB. Avant, j'ai eu un parcours travail en pastoral, en service à la clientèle. J'ai toujours été une personne ressource pour les gens. Puis l'humain au centre. Hein, l'humain vraiment. au centre, Ouais. toujours. Donc, je ne sais pas si ça vient de mon parcours ou de ma vie où j'ai bénéficié peut-être de personnes ressources, d'organismes probablement affiliés à Centraide dans le temps. Donc, ma famille venait d'un milieu socio-économique précaire, et puis des paniers de Noël, des arbres de Noël aussi. T'es recevais, t'es as vu les paniers de Noël. J'étais dans les gens qui recevaient, effectivement. On n'a jamais manqué de rien, là, mais c'est ça. Assez jeune, je me suis rendu compte que je faisais partie de cette classe sociale, là, si on veut. C'est ça. Puis, pour moi, l'humain est tellement important que redonner au suivant maintenant que je fais partie d'une entreprise qui prospère. Puis toi, maintenant, tu as ta famille, tu as les gens autour de toi, donc tu vois aussi qu'est-ce que c'est comme parent d'être responsable, puis tu sais, ça vient nous chercher aussi, hein, de dire on veut donc ce qu'il y a de mieux, puis on veut plus que ce qu'on a eu pour nos enfants, là. Effectivement. Puis comme jeune famille, j'ai bénéficié aussi là, une année d'un panier de Noël, puis c'était une année difficile au niveau de la famille. Fait que ça résonne encore plus pour moi, là. Quand il y a des enfants qui sont touchés par cette réalité-là, c'est quelque chose. Ouais. Patricia, j'ai une question assez similaire pour toi. C'est quoi ton parcours? C'est toi, t'es rendu que tu travailles dans le monde communautaire. C'est quoi qui t'a amené là? Bien, j'ai tendance à dire que moi, je suis tombée dans la marmite quand j'étais petite, un peu comme Obélix. Je viens d'une famille très sociale, très impliquée dans leur communauté, 2 entrepreneurs, encore une fois, modestes. Donc, on n'a jamais vécu avec beaucoup de choses, puis c'était correct de même. C'est une famille qui accueille tout le monde comme ils sont. Fait que la diversité, c'était célébré, la diversité, c'était normal. Ah. Donc c'est ça. Moi, je me suis construite comme humain là-dedans. Puis, j'ai toujours eu un pied, même quand je travaillais en milieu privé,
J'ai toujours eu un pied dans le milieu communautaire. C'était comme mon amour. Ma conjointe me dit « c'est ta passion ». C'est ta passion. Alors, voilà, et j'en vis aujourd'hui, puis je suis complètement satisfaite de ça. Pour lancer la discussion, j'aimerais ça commencer avec juste une statistique. Là, on ne commencera pas à se lancer 40 millions de chiffres là, pendant cet épisode-là, mais le sujet dont on parle, c'est quand même important de donner quelques chiffres. En mars 2022, selon l'Institut national de la santé publique du Québec, c'était 22 % de la population adulte qui était en situation d'insécurité alimentaire. Tu sais, t'en as parlé, Geneviève, là, recevoir un panier, même adulte, là, ça frappe, là, tu sais, tu dis, OK, ben, heureusement, là, tu sais, il y a un filet autour de moi, puis il y a des gens qui pensent à moi, mais quand même, là, 22 %. Ça nous fait réaliser que, tu sais, l'insécurité alimentaire, c'est pas juste un fléau des pays en voie de développement, puis c'est chez nous, c'est à côté, et c'est rendu très, très, très étendu comme problème. Qu'est-ce que ça vous évoque, ce chiffre-là, Geneviève, si je commence par toi? En fait, moi, ce qui me frappe, c'est autant l'insécurité alimentaire augmente que le gaspillage alimentaire augmente en même temps dans notre pays, dans notre région. Ça me sidère et ça me... Je sais pas comment l'exprimer. Ça donne un vertige, mettons, hein? C'est fou, ouais, c'est ça. Je sais pas comment on peut... C'est comme un petit peu... Comment est-ce qu'on peut faire pour contrer ça puis sensibiliser les gens qui font du gaspillage à donner plutôt puis à, en tout cas, faire attention aux ressources qu'ils ont. Ça démontre un problème systémique, c'est vrai, quand on le regarde sous cet angle-là, hein, parce que oui, on peut le voir du côté très humain, mais de se dire, OK, les deux côtés, mon Dieu, le système au complet ne marche pas, me semble. Exact. Hein? Toi, de ton côté, Patricia, qu'est-ce que ça t'évoque? Ben, toi, tu dois le voir pas mal hein, dans ton quotidien, 22 % ça te fait pas tomber en bas de ta chaise. Hein? Non. C'est une triste réalité, puis il faut se le dire, puis se le redire, puis se le dire encore dans les yeux, là. Tu sais, au service d'entraide Basseville, on a un frigo partage. Puis, moi, j'ai été hallucinée de savoir qu'il y a des gens à tous les heures de la journée qui vont dans le frigo partage. Puis, on a aussi une distribution alimentaire. En avant, on avait des dépannages d'urgence. On avait à peu près une trentaine de personnes qui venaient par mois. Puis là, on a au-dessus de 180 personnes qui viennent à chaque semaine. À chaque semaine? Ouais, plus que 180? Puis, dans Saint-Sauveur, il y a plusieurs distributions alimentaires dans le même secteur. Ça veut dire que nous, on n'attrape pas tout le monde. C'est impressionnant, vraiment impressionnant, puis pas du bon sens des choses, là, bien sûr. Oui. Ce qui est drôle, c'est que nos initiatives, nous, on est le service d'entraide Basseville, on est axé sur la récupération du matériel puis la récupération alimentaire. Puis, c'est le département que j'ai le plus de facilité d'avoir des bénévoles. Parce que, justement, les gens, ils veulent faire leur part, puis ils veulent faire la récupération alimentaire. Ils veulent qu'on ne jette pas la nourriture qui est encore bonne. Ils veulent nourrir le plus de gens possible avec la nourriture qui est encore bonne. Puis, moi, tu sais, il y a une conscience, mais comme tu dis, il faut vraiment le nommer, là, qu'on soit encore plus conscient que, tu sais, toi, tu manges, tu as trop de nourriture dans ton frigo, mais il y en a d'autres qui en ont juste pas. Oui. Quand on en parle autour de nous, individuellement, parce qu'évidemment, collectivement, il y a beaucoup de choses à faire, mais chacun, on fait des choses individuelles. Quand on est conscientisé à ça, des fois, on dit dans le temps des fêtes, je me souviens, ça m'est arrivé, je dis à des amis, hey, les restants là, de réveillon, tout, là, vous faites des beaux sacs, puis marquez sur le sac qu'est-ce qu'il y a, puis aller porter ça au frigo partage. Il y en a plein à Québec. Puis il arrivait, puis il n'y avait pas le temps de les déposer. Là. Puis ça, c'était pas juste dans le temps des fêtes, là, c'était un peu tout le temps. Là. Fait que c'est vraiment criant. Puis en même temps, tu sais, tu te dis, on est rendu à plus que 180 personnes par semaine qui viennent pour cette aide-là. Mais il y a comme une stigmatisation aussi derrière ça. Tu sais, c'est pas facile. Bien, premièrement, la première fois que tu vas chercher de l'aide, ça prend un courage immense. Là. C'est très admirable. Là. Mais pour certaines personnes, cette stigmatisation-là, c'est l'obstacle. Là. C'est la nature humaine. On parle de l'estime de soi, là, en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire pour réduire cette stigmatisation-là, pour encourager ceux qui ont besoin d'aide? On va commencer par Patricia. Bien, d'abord, je dirais qu'il n'y a pas de miracle. Je pense que quand les gens viennent au point de venir dans les distributions, c'est que la détresse est quand même assez élevée.
Le message que j'ai apporté, c'est que souvent, les gens ils viennent à des distributions puis ils ressortent avec des informations vraiment pertinentes pour d'autres aspects de leur vie. Fait que c'est vraiment un bon choix que de demander de l'aide. Que ce soit de l'aide psychologique ou de l'aide alimentaire ou... on a tous nos bobos, là. Ben oui. Moi, je suis dans l'aide alimentaire depuis 2008, depuis que je suis arrivée à Québec. Puis, un des chevals de bataille pour moi, là, je trouve qui est le plus important, là, c'est on ne peut pas déterminer la détresse humaine par le portefeuille, ni par le salaire. Tu peux pas. Je veux dire, on voit des gens qui... c'est une des critiques numéro 1 du frigo-partage. Il y a des gens entre citoyens, ils se critiquent parce qu'ils regardent la voiture du gars qui vient chercher la nourriture dans le frigo-partage. Ils disent « Ah, son char, il mérite pas, lui. Il n'est pas Ouais, poqué, il n'y a pas de rouille, il ne devrait pas prendre ces repas-là. C'est pour des personnes qui sont pauvres. » Ouais. On ne sait pas, hein, mais cette personne-là, là, elle doit rusher sa vie parce qu'elle vient chercher de la bouffe dans le frigo. Il est peut-être juste pas capable de manger correctement. Tu sais, je veux dire, on s'en fout. Il est venu, puis il le prend. C'est ça qui est important. On sait qu'il va manger à soir, tu sais. Fait que... On le voit beaucoup dans d'autres organismes qu'on soutient aussi qui nous disent que le visage a changé des gens qui viennent à l'aide alimentaire. De ton côté, Geneviève, toi, qu'est-ce que tu en penses? Qu'est-ce qu'on peut faire pour aider à contrer cette stigmatisation-là, perçue ou réelle, là? Elle est souvent réelle, mais elle peut être juste perçue aussi. Bien, c'est sûr que nous, en tout cas en entreprise, là, quand en 2021, on a fait la campagne annuelle en milieu de travail, on a fait venir un organisme en service d'aide alimentaire dans notre région qui est venu donner le témoignage et parler de différentes situations qu'il rencontrait. Puis, je pense, en tout cas, les gens en ont parlé plusieurs jours après. Nous, on a des gens qui ont des salaires quand même en haut de salaire minimum, quand même bien rémunérés là, pour un travail en usine. Fait que je pense que ça l'a sensibilisé, ça contribue, ce genre de témoignage-là contribue à sensibiliser les gens à la réalité, puis au fait que c'est pas... ça peut arriver qu'on a des mauvaises passes aussi, même si on a un emploi. Ça peut arriver une séparation, des dettes sont rendues trop élevées, l'hypothèque qui augmente à cause des intérêts, qu'on ne peut pas arriver, puis c'est correct de demander de l'aide. Donc ça contribue à... Ça peut être des épisodes, hein? Des fois, il ne faut ça. pas étiqueter les gens. Puis c'est intéressant qu'est-ce que tu dis, parce que quand on fait des témoignages en entreprise puis qu'il y a des organismes qui viennent parler de ces réalités-là, le premier constat que tout le monde a entre eux, puis avec les organismes, puis avec les intervenants, c'est qu'il n'y a personne qui est de mauvaise foi. On ne veut pas étiqueter les gens, mais des fois, on ne connaît juste pas c'est quoi la réalité, puis on n'a pas réalisé que c'était peut-être juste un épisode, puis moi, je ne suis pas à l'abri de ça. C'est intéressant, qu'est-ce que tu apportes là-dessus? Là? Ça, je ne suis pas à l'abri de ça. Oui, il y a une des clientèles que je trouve vraiment très triste, c'est les personnes âgées. Ah oui, hein? Donc, eux aussi vivent beaucoup d'insécurité alimentaire. C'est avoir un revenu de personne âgée quand tu n'as pas travaillé, là, c'est vraiment pas grand-chose. Fait qu'ils vivent les mêmes réalités que nous, les loyers qui augmentent. Puis, tu sais, c'est tellement difficile pour eux, là, tu sais, de demander de l'aide pour ce genre de choses-là. Ils se sont organisés toute leur vie. Ouais. Puis là, ils en arrivent là, puis ils sont comme ça. Tu sais, nous, on a un service de papa roulante, là, puis ils sont super contents de voir les bénévoles, mais en même temps, on voit qu'il y a une espèce de dualité émotionnelle qui vient avec le fait que, OK, je vais pas cuisiner pour moi aujourd'hui, je vais prendre le repas de la papa roulante. Puis ils sont super contents, mais en même temps, crime, bien, tu sais, il aurait pu... Autrement, il aurait pu faire leur bouffe. S'il avait pu faire autrement, oui. C'est ça. Oui, puis ça parle beaucoup aussi de l'accueil. Je vais utiliser le mot inconditionnel, même si dans le milieu communautaire, ça peut avoir une autre connotation, là, l'accueil inconditionnel, mais je veux dire l'accueil dans la dignité. L'accueil de « t'es important, tu vaux la peine ». C'est ça que les organismes communautaires offrent comme accueil de justement ces personnes âgées-là qui peuvent arriver, puis souvent aussi qui sont très isolées, hein, fait que ils viennent chercher autre chose dans les organismes communautaires. Donc, on a parlé d'insécurité alimentaire, puis tu en as parlé un petit peu, Patricia, là, mais j'aimerais ça qu'on parle de la crise du logement. Puis là, la crise du logement, c'est rendu que je commence à avoir de la misère à appeler ça une crise, parce qu'une crise, tu vois la fin d'habitude. Là. Puis là, on dirait qu'on ne voit pas la fin présentement. Aujourd'hui, partout au pays,
les logements disponibles puis abordables, ils sont de plus en plus rares. Les logements trop chers, là, que tu as le tiers de ta paye qui part tout le temps, au moins le tiers de ta paye, puis souvent c'est plus que ça, là, ou de tes revenus, là, qui part juste pour ton loyer, là, c'est vraiment, vraiment de plus en plus courant. Est-ce que c'est une chose, j'imagine que c'est une chose que vous constatez, mais comment vous voyez cette réalité-là? Tu en as parlé un petit peu, Patricia. Geneviève, est-ce que tu le vois autour de toi dans ton milieu professionnel? Est-ce que tu vois, tu sais, tu as parlé tantôt de l'hypothèque qui monte, là, tu sais, on le voit, même si on n'est pas dans un organisme communautaire, on le voit au quotidien, là, même quand on a un bon travail, un revenu d'emploi comme toi, puis... Nous, comme employeur, on est en embauche internationale, en recrutement international. Mais la crise du logement affecte aussi, nous, comment on accueille les travailleurs étrangers. Parce que là, les gens sont... Bon, ils arrivent, ils sont limités aussi au niveau du transport. On est à Saint-Henri, fait qu'il n'y a pas de transport en commun. Donc là, comment est-ce qu'on fait? Les logements sont rares, sont de plus en plus chers. Puis là, c'est un gros casse-tête pour nous. Quand tu fais venir quelqu'un, il faut que tu lui fournisses un logement qui est convenable, là, puis qui n'est pas trop cher. Fait que ça, c'est sûr que c'est une réalité qui nous a frappés là, cette année en cherchant des logements pour nos travailleurs étrangers. Sinon, c'est sûr que j'en vois des fois des travailleurs qui arrivent puis qui cherchent un endroit ou qui voudraient se rapprocher du travail, puis pas capable. Il n'y en a pas. Il n'y en a juste pas. Ouais. C'est pas... c'est difficile de voir un peu d'espoir dans ça. Puis, tu sais, en tant qu'employeur, tu dis, bon, ben, j'ai une certaine responsabilité, mais je peux pas tout faire, là. Tu peux pas construire des logements non plus abordables, là. C'est pas... C'est ça. C'est toujours le questionnement. Où est-ce qu'elle est la limite de l'employeur dans tout ça? Où est-ce que je veux aider, on a un cœur grand de même, mais jusqu'où on doit aller? Jusqu'où est notre responsabilité là-dedans, là, d'appuyer nos travailleurs à trouver un logement? En tout cas, fait que c'est ça, c'est comme un peu brise-cœur, là. Oui. C'est intéressant que tu parles de l'immigration, parce que, évidemment, l'immigration est à la hausse de façon immense. Puis, bien, c'est bien. En même temps, on a besoin de ces gens-là, puis ils apportent beaucoup de richesse à notre société. Mais d'un autre côté, si on n'a pas de place pour les loger, on n'est pas plus avancé. C'est assez difficile. Puis c'est des drames humains, là. C'est pas juste des statistiques, hein? C'est pas des colonnes de chiffres. C'est pas ça que tu vois toi non plus, Patricia, des colonnes de chiffres. C'est des vrais humains que tu vois. Puis tu le vois aussi, l'impact de ça, la crise du logement présentement. Oui, bien, la grosse majorité de la clientèle, là, des 15 000 clients du service d'entrée de base sont des gens à faible revenu. Fait que c'est un sujet du quotidien. Puis des gens qui viennent dormir dans la cour du service d'entrée de Basseville, c'est normal. C'est de plus en plus normal. Puis le travail de collaboration avec les organismes pour trouver une solution pour les gens qui n'ont plus de demeure, ben tu sais, ça fait partie de la réalité. Là, on bascule dans l'itinérance, là, c'est vraiment... Ouais. Mais quand t'as pas de maison, c'est là que t'es rendu, tu sais. Puis, tu sais, nous autres, on travaille dans le quartier Saint-Sauveur, fait que c'est un des derniers quartiers abordables. Fait que c'est ça. Puis il y a plein d'organismes communautaires qui travaillent fort pour expliquer c'est quoi la gentrification aux gens. Il y a beaucoup de propriétaires d'appartements, puis essayer de les sensibiliser à « OK, ton locataire, il part, mais tu peux toujours essayer de garder ton logement abordable, tu sais. T'habites quand même dans Saint-Sauveur. Je pense qu'on a le devoir d'avoir cette attention particulière-là. On a-tu vraiment besoin d'avoir un troisième char parce qu'on a un revenu d'appartement, tu sais? Je pense que ça vaut la peine de sensibiliser les gens à cette réalité-là. On a l'impression que l'idée de, entre autres, fournir un logement, c'est correct que ce soit pas juste ça, mais ça a complètement, beaucoup été effacé, hein? C'est rendu un revenu pur, donc on n'est pas dans je fournis un logement autour de moi, des familles, je contribue à... On n'est pas mettre ça dans une case à part, là, où est-ce que tout le monde est donc méchant, là, mais... Là, ça vient pas de nulle part, là, cette crise de logement-là. Puis, évidemment, les loyers qui augmentent tout le temps. T'en parles. Évidemment, quand il y a un changement, mais même à chaque année, quand le loyer augmente de façon exponentielle, c'est assez difficile. Les salaires ne suivent pas. Là. Mais tu sais, je comprends en même temps, on parlait de l'hypothèque,
On parlait, tu sais, je comprends que, tu sais, un propriétaire de bloc appartement, qu'il faut qu'il paye qu'il y a une hausse de 30 de son hypothèque, je te dis, je dis n'importe quoi, mais, tu sais, je veux dire, c'est sûr que quelqu'un, il faut qu'il paye la facture, ça, c'est sûr. Oui, oui. Fait que, tu sais, je suis pas en train de dire que c'est juste les propriétaires de logements qui sont responsables de la situation. C'est quelque chose de vraiment plus global. Ah, c'est systémique, c'est vraiment plus large que ça. Il faut qu'on y travaille tous ensemble. Là. Ça prend une vraie conversation autour de ça, c'est certain. Oui, c'est ça. Pour continuer notre échange, je vais vous proposer un petit exercice. Je vais énoncer des affirmations qui sont en lien avec ce qu'on vient de discuter, évidemment, mais vous allez pouvoir répondre juste par oui ou non. OK? Puis je sais que c'est compliqué parce qu'on parle avec des choses qui sont remplies de nuances. C'est pas facile de dire oui ou non. Fait que quand on va avoir fini ce petit passage-là, on va pouvoir en discuter un peu ensemble. Je reviendrai sur quelques énoncés. Fait que ça vous va? On commence? Donc, on va commencer par Patricia, mais vous répondez les deux à chaque énoncé. Donc, premier énoncé. Les personnes visitant les banques alimentaires gèrent mal leur budget. C'est faux. Non. Non. D'accord. Toute personne fait face au même problème de la même façon. Patricia. Non. Geneviève. Non. Quand on veut, on peut. Oui. Oui. Patricia. Quand on veut, on peut. Non. Non. L'insécurité socio-économique n'affecte que les problèmes financiers d'une personne. Non. Non. Nous sommes tous et toutes égaux face à l'inflation. Non. Oh non. Travailler nous empêche de tomber dans la pauvreté. Ben non. Non. Ils sont pas si simples que ça. Il m'en reste deux. Nous sommes tous et toutes égaux au Québec. Non. Non. On a toutes et tous un rôle à jouer dans la réduction des inégalités. Oui. Oui, je suis d'accord avec vous autres. Ça ne reviendra pas. On va revenir sur celui-là que j'ai eu des nouilles. Quand on veut, on peut. C'est pas facile, ça. Hein? C'est vraiment pas facile à répondre. Quand on veut, on peut. Qu'est-ce que ça t'évoque? Je te regarde, Geneviève, là, parce que là, tu as fait un oui. 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 Ben, c'est drôle parce que je m'étais jamais arrêtée vraiment à cette phrase-là avant que tu me la présentes. Puis, je l'ai toujours pris pour du cash, oui. Mais je pense qu'on met peut-être l'emphase sur « on peut », mais en fait, le « quand on veut » est très important là-dedans. Puis, des fois, ben, quand on pense à qu'on est trop au fond du baril, que l'estime de soi est basse, on peut même pas vouloir. Fait que comment est-ce qu'on peut pouvoir? Je Ouais, comprends. Oui. Patricia, toi, tu as nommé un nom assez clair. Ouais. Ben, c'est tellement une phrase galvaudée, là. C'est comme quand tu vas pas bien, puis quelqu'un te dit... Pourquoi tu as juste allé bien? Non, mais tu sais, je sais pas, moi, dors un peu, tu vois, ça va aller mieux. Oui. C'est ça, ça fait partie des phrases qui me font réagir beaucoup parce que c'est ça, c'est comme si tout le monde aurait eu la même chance au départ. C'est comme si tout le monde a le même réseau de sécurité derrière, puis c'est comme si, ben, tout le monde a un logement, puis tout le monde a un revenu nécessaire pour, tu sais, manger convenablement, pour, tu sais, être concentré toute la journée, avoir le, comment dire, toute l'énergie nécessaire pour pouvoir, tu sais, se propulser dans la vie, là. C'est pas ça la réalité de tout le monde. Puis, mais une chose est vraie dans cette phrase-là, c'est qu'il faut vouloir. On peut pas imposer aux gens de bien aller. Donc, on peut pas imposer aux gens non plus de vouloir de se mettre en action changer. Pour avancer. Exact. Ouais. Je comprends qu'est-ce que tu veux dire. Je trouve ça intéressant, qu'est-ce que vous dites, parce que ça me fait penser un peu... moi, je ramène beaucoup ça à une espèce de préjugés où est-ce qu'on dirait que des fois, dans l'esprit de certains, ou un préjugé qui est assez répandu, c'est comme si les pauvres sont coupables d'être pauvres. Tu sais? C'est de leur faute, dans le fond. Bien, ils ont juste à manger plus de légumineuses, ils ont juste à faire un meilleur budget, ils ont juste à... Ils sont meilleurs que pas mal toutes nous autres, là, pour faire les gens qui sont en situation de précarité, pour faire des budgets, là, en général. Là. Mais ça reste que quand on veut, on peut, on dirait que ça renforce un peu ça. Puis en même temps, le potentiel de chacun à développer, on veut que tout le monde développe son potentiel. Donc, si tu veux, tu as raison.
se mettre en action, il faut allumer la petite étincelle pour que la personne veuille. Là. Mhm. Donc, on est... Puis on est dans le rêve américain, un peu, Ah. on est en Amérique ici. Puis ce qui est intéressant aussi, c'est la projection qu'on fait sur l'autre dans cette phrase-là. Peut-être que la personne est bien et est correcte avec son 15 000 $ par année, puis son logement 1,5 avec rien dedans, parce que elle n'aime pas le luxe, puis, tu sais, elle répare ses Elle l'a vêtements. choisi un peu, dans le fond, c'est ça qu'elle veut. C'est ça. Tu Ouais. sais, il y a des gens qui sont bien dans la simplicité. Fait que dans cette phrase-là, il y a aussi ce côté-là de performance, puis de vivre dans le luxe, puis d'être comme les Américains, puis être capable d'avoir une business, de l'argent, une BMW, tu sais, ça sera pas le besoin de tout le monde d'être comme ça, tu sais. Puis je pense qu'il faut le respecter aussi. Ces gens-là sont normaux, tu sais. Tout à fait. Un autre énoncé que j'ai dit tout à l'heure, l'insécurité socio-économique n'affecte que les problèmes financiers d'une personne. C'était assez clair, toutes les deux, vous m'avez dit non. C'est un raccourci qu'on peut prendre souvent quand on entend parler des causes. Là. Comme ça, on catégorise un peu les personnes. Donc, cette personne-là a des problèmes financiers. Puis là, ça, c'est de la santé mentale. Ah, ben ça, c'est de la toxicomanie. Ah, ben là, ça, c'est d'autres choses. Tu sais, il y a tout le temps... C'est comme si, bon, ben là, va à telle place, puis tu vas te faire aider pour ça. Les êtres humains, on est plus complexe que ça. Hein? On est plus complet aussi. Je me sens un peu obligée de parler du don solidaire de Centraide autour de ça parce que je trouve que ça fait partie d'une des solutions qui est un peu plus systémique, justement, là, pour faire écho à ce que tu disais, Geneviève. Puis je trouve que c'est quelque chose qui est important de mettre sur la table parce que des organismes comme Service d'entraide Basseville, vous aidez plein de gens. Il y a des gens qui... C'est une cause que les gens, ça va toucher certaines personnes, certains donateurs. Mais à un moment donné, on ne peut pas... Si on choisit juste une cause chacun, moi, c'est juste telle chose, la santé mentale, ou moi, c'est... On va en échapper, là. Puis ça, c'est pas moi qui dis ça, là, c'est documenté. Hein? Si on choisit chacun une cause, on va vraiment en échapper. Puis c'est rare qu'il y ait des gens qui se lèvent un matin et qui disent « Moi, ma cause, c'est les hommes polytoxicomanes violents. » C'est pas mal rare. Mais il faut qu'on les aide. C'est important. Puis ça prend tout un filet d'organismes sociaux, d'organismes communautaires plutôt. J'aimerais ça t'entendre, Patricia, parce que tu l'as évoqué un petit peu tantôt là-dessus, sur le fait que la personne rentre des fois pour, entre autres, l'aide alimentaire ou les meubles, puis c'est sur plein d'autres choses que cette personne-là va être aidée. Puis après ça, Geneviève, j'aimerais ça t'entendre parler de peut-être ton parcours par rapport à ça. Parce qu'un panier de Noël, c'est un panier de Noël, mais il y a d'autres choses derrière ça aussi, là. C'est sûr que le service d'entraide Basseville, c'est comme les autres organismes à ce niveau-là, tu sais. En général, les gens viennent pour un besoin spécifique. Nous, on est vraiment dépendants du travail des bénévoles. Fait qu'on encourage toujours les gens à venir faire du bénévolat, donner un peu de leur temps. C'est un service d'entraide, puis c'est l'aide et entraide entre les gens à la mission. Fait que c'est sûr qu'on a... Les bénévoles, c'est vraiment au centre de l'organisme. Puis le plus beau dans tout ça, là, c'est de voir le bénévole qui vit son expérience de bénévolat dans un milieu bienveillant, puis il fait comme « Aïe, aïe, je pensais pas que c'était pour me faire du bien comme ça. » Tu sais, c'est comme une bouffée d'oxygène. Puis, tu sais, je pensais pas que j'avais cette capacité-là. Puis, je vais m'en souvenir toute ma vie. Fait que cette personne-là, elle va peut-être être avec nous pendant 1 mois, elle va peut-être être avec nous 5 ans, mais elle s'est rendue compte qu'elle souffrait d'isolement social, son environnement de travail, elle avait de la difficulté, c'était pas tout à fait simple parce qu'elle se faisait beaucoup juger. Tu sais, ça lui a permis de faire un peu de recul sur qu'est-ce qu'elle vivait, justement, de côtoyer des gens qui vivent des difficultés similaires, fait qu'on on se sent compris, moins seul. Puis, fait que c'est ça. C'est un exemple parmi tant d'autres, mais ça me fait penser cette question-là, comment, des fois, on a tendance à mettre les gens dans des petites cases, là. Tu sais, l'autre jour, je parlais avec mon amie de fille, puis, tu sais, dans une conversation de 15 minutes avec une petite coupe de vin, là, ben, elle m'a comme tout déballé dans un coup, là. Tu sais, ça allait pas bien à sa job, elle a un problème avec ses enfants, ça va pas bien. L'enfant à l'école, elle pense qu'il y a un TDAH, elle a à son bout à cause de, justement, la situation avec son enfant.
Puis c'est ça, puis son conjoint, elle pense qu'il y a des problèmes de toxicomanie, puis ça lui fait super gros peur. Elle sait pas quoi faire avec ça, tu sais. Ben oui. 15 minutes de conversation, là. Puis tout ça, une par-dessus l'autre. Puis c'est juste une personne, Ouais. mais une personne dans son contexte de vie. Hmm. Puis c'était... Qu'est-ce que... Tu sais, moi, je suis dans le milieu communautaire, fait que ça arrive tout le temps qu'il y a des personnes qui me parlent de ces choses très personnelles. Puis, tu sais, je lui ai dit, tu vas contacter Appel 211, puis tu vas voir la personne, elle est de confiance, tu peux lui dire, puis tu vas voir dans ton quartier, dans ton secteur, je suis sûre qu'elle va te dire 2-3 ressources qui vont te parler. Puis je te conseille fortement d'aller, quand tu vas être rendu là, d'aller les appeler, là, puis essaye pas tout de régler en même temps, là. Tu sais, pense à toi aussi, Ouais. là-dedans. Puis les gens qui vont t'accueillir, ils sont formés, ils sont compétents, ils savent quoi faire. Ils n'ont pas toutes les solutions comme ça avec une baguette magique, mais ils savent comment accueillir ça. C'est ça. Hein? C'est Mais pas, tu sais, on s'attend pas que le milieu communautaire, c'est aussi diversifié. Ouais. Puis, tu sais, c'est une des forces de Centraide, justement, là, tu sais, d'être ouvert, justement, à cette diversité d'organismes communautaires-là. Tu sais, il y avait une année que votre campagne, c'était le tissu social, tu sais, que Centraide supportait le tissu social. Puis moi, je le voyais tellement, là. Tu sais, genre, j'avais envie de dire la phrase à tout moment de la journée parce que, tu sais, c'était tu sais, quand on est dedans, là, quand on a les 2 pieds dedans, là, le milieu communautaire, là, tu le vois tellement, là, la trame de tissu social qui existe, c'est incroyable. Geneviève, j'aimerais ça t'entendre là-dessus. On a tous et toutes un rôle à jouer dans la réduction des inégalités. J'ai eu un oui, évidemment, mais toi, tu as la perception plus d'être tu sais, en milieu de travail, du côté des entreprises, tu sais, tu t'occupes des RH. C'est quoi le rôle que tu te vois jouer dans ça? Tu sais, la réduction des inégalités, ça a l'air tant d'anévrisme quand on dit ça de même, mais on a tous un rôle à jouer. Toi, tu le perçois comment? C'est à la fois macro et micro, mais c'est beaucoup, moi, je le vois beaucoup comme au quotidien. Tu sais, sensibiliser au quotidien ou quand on a des discussions avec les gens, qu'il y a des phrases, des préjugés qui popent dans les conversations ou dans des réunions. Voyons, ça n'a pas de bon sens que quelqu'un pense ça. Reprendre la chose, essayer de tout de suite attraper, faire réfléchir les gens, mais ça prend beaucoup d'investissement puis on se met les tripes sur la table souvent, puis ça peut être mal perçu, mais fait que c'est d'avoir assez de tact et mais l'audace, le courage de le dire, dans la bienveillance, pour que la personne elle voit les choses autrement. Donc, mais il y a tout l'aspect communication, l'aspect pour sensibiliser vraiment at large en tant qu'entreprise, encourager les gens à donner, à s'entraider au sein de l'entreprise, mais aussi à l'extérieur. Dans sa communauté aussi, ben oui. C'est plein de petites actions et de grandes actions à la fois. C'est un gros défi, je trouve. Ouais, c'est un gros défi, surtout dans un milieu de travail qui est relativement homogène. Hein? Un milieu de travail, c'est relativement homogène, fait qu'il y a nécessairement des préjugés par rapport à d'autres milieux qui sont différents. Fait que c'est un gros défi. C'est un beau défi, je trouve. Oui. C'est inspirant de voir qu'on est capable de faire ne serait-ce que la petite différence qu'on fait, qu'on trouve à notre échelle, mais au final, ça s'additionne, puis on fait quelque chose tous ensemble. C'est quoi ta réaction par rapport à... Tu as eu un oui clair, là. On a toutes et tous un rôle à jouer dans la réduction des inégalités. Ça te dit quoi, Patricia? D'abord, il faut être conscient qu'il y a des inégalités. Fait que ça, c'est le point numéro 1. Fait que les gens qui écoutent le podcast, je pense qu'ils sont tout à fait, ils vont être maintenant rendus là dans la conversation au fait qu'il y a des inégalités. Fait que là, check. Après, il faut avoir... C'est un autre petit geste qu'on pose ensemble. Ça, le podcast, voilà. Ça, c'est une autre petite affaire. Puis... ce que je trouve, c'est sûr que c'est comment dire, je reviens un peu à ce que j'ai dit au début, je crois que il faut être capable d'ouvrir la conversation, puis avoir l'ouverture d'esprit nécessaire pour se mettre dans le bain de assez de comprendre minimalement un petit peu ce que tu comprends pas.
Dans le sens que, tu sais, si les immigrants ou si les itinérants, dans ta tête, tu dis, ah, tu sais, franchement, ils pourraient se forcer, là. Bon, ben, va donc parler à quelqu'un, tu sais. Va donc essayer de comprendre c'est quoi sa situation, tu sais. Déjà, en partant, mais pour ça, il faut être capable de recevoir l'information. Mais c'est vraiment très, 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 comment dire, formateur. Ça ouvre beaucoup les yeux. Les journées, une des choses que j'aime le plus de Centraide, c'est les journées d'entraide. Donc, les gens dans les entreprises qui viennent faire du bénévolat dans les organismes communautaires. Moi, je tripe ma vie. Quand il y a des journées d'entraide, parce que je commence... Nous autres aussi, on aime ça. Ben, moi, je dis tout le temps, ces gens-là, ils me donnent de l'oxygène parce qu'on est overwhelmed, hein? On a vraiment beaucoup de travail à faire à tous les jours. Puis fait que quand il y a un groupe de travailleurs full efficaces qui viennent dans une entreprise, bien, c'est clair que, tu sais, ça va nous donner du temps pour faire d'autres choses. Ça me fait penser, quand une fois, j'étais allée au Café Rencontre, un autre organisme associé à Centraide, puis on était rentrés là avec des gens, puis on s'était assis pendant que c'était le repas du midi. Puis il y avait une madame qui m'avait dit, « Vous savez, madame, » puis elle me tapait ça à la cuisse, « Quand on est pauvre, on n'est pas pauvre de tout. » Cette différence-là, il y a les gens qui sont en situation de précarité, qui sont en situation d'itinérance, qui sont peu importe, ils ont quelque chose à nous apporter. Ils ont quelque chose à donner à la société au complet, puis on s'en prive si on ne va pas les chercher. Il y a une phrase de Saint-Exupéry que j'adore, qui est dite souvent à propos de ça, qui est « Par ta différence, loin de me léser, tu m'enrichis ». Et ça, c'est vrai avec les personnes qui sont en situation de précarité, vraiment, vraiment. Sais-tu comment on les appelle? Non. Quand il y a des gens qui veulent comme prendre la parole là, dans les milieux plus précaires, là, on les appelle des experts de vécu. Voilà. Tu comprends? Oui, on Mais l'utilise c'est vrai, parce que la précarité te fait développer d'autres compétences, d'autres habiletés, d'autres réflexes que quand tu n'as jamais besoin, tu n'arrives jamais à des besoins vraiment de base parce que tu as tout le temps eu tout ce dont tu avais besoin. Tu n'as pas nécessairement besoin de développer ces forces-là intérieures que d'autres personnes vont avoir. C'est admirable. Puis ça apporte beaucoup à la communauté. C'est très riche, c'est très riche. Alors, on se dirige tranquillement vers la fin de notre discussion, mais avant ça, on a un petit rituel à l'émission. Donc, on vous demande si vous avez des recommandations à donner. Peu importe quel type de recommandations que vous voulez faire pour les personnes qui nous écoutent ou qui nous regardent, puis qui voudraient peut-être aller un peu plus loin. Hein? Ils écoutent le podcast, ils ont fait un petit pas ou ils étaient peut-être déjà très avancés dans leur conscience des inégalités puis de la lutte à la pauvreté. Ça peut être un livre, un film, un balado, une action, un engagement. Je vais commencer avec Geneviève. Bien, moi, ma recommandation est peut-être un peu... Elle touche tout, mais commence petit. Commence petit, tu sais. Je disais toujours, à chaque campagne annuelle, je dis, il n'y a pas de petits dons. Si tu ne donnes pas, puis tu commences par 1 $ par semaine, tu te prives d'un café, mais maintenant un café, c'est plus cher que ça, là, quand tu passes au service à l'auto, là, mais bon. Tu sais, tu te prives d'un café au service au volant par semaine, mais c'est ça, puis si tout le monde le faisait, ça ferait une différence. Fait que commence petit, que ce soit en don, que ce soit en action, commence par une chose qui t'allume, même si c'est très petit, puis si tu as le goût, puis si ça te fait du bien, puis si tu vois une différence, bien, ça va nourrir. Puis c'est ça, hein, la générosité, en fait, ça s'apprend dans un sens, ça se goûte. Puis quand tu y goûtes après, c'est plus un sacrifice. C'est à la limite, tu dis c'est une bénédiction finalement. Ça nous fait du bien s'engager, hein, à nous-mêmes, même, là, de façon bien égoïste. Ça nous transforme, effectivement. Puis ça nous fait nous rendre compte que, tu sais, tous les humains, on a tous les mêmes besoins. Puis c'est ça, comme on parlait, la richesse, la rencontre nous fait voir la richesse de l'autre. Peu importe le statut social, peu importe le portefeuille. Patricia, ta recommandation? Je dirais aujourd'hui, regardez quelqu'un dans les yeux profondément. Donnez-lui 100% vous. Demain, faites un colleux à quelqu'un. Un vrai, là, 20 secondes, de lui transmettre « Je suis là pour toi ». Fait que là, vous allez avoir changé vraiment, potentiellement,
la journée de 2 personnes en 2 jours. Fait que, tu sais, ça n'a pas besoin d'être super compliqué, là. Puis, de sourire. Souriez dans la rue en marchant, souriez dans l'autobus, souriez à la lumière dans votre char, à l'autre personne à côté. Les gens vont vous répondre en souriant. Vous allez avoir changé sa journée. Vous ne savez pas à quel point ça peut être puissant, tu sais. Puis je disais tout à l'heure, puis je vais le répéter, allez consulter le site web de 211 pour apprendre à connaître les organismes dans votre région. Merci. Moi, je vais y aller d'une petite recommandation d'un documentaire. Ça s'appelle « Pauvre malgré la job ». Vous pouvez trouver ça assez facilement sur YouTube, puis ça date de 2022, ça. C'est un documentaire qui parle de ce qu'on appelle le précariat. C'est comme une nouvelle classe sociale. Puis c'est des gens qui sont en insécurité financière, mais qui sont juste sur le bord d'eux. C'est ça. Puis on le voit de plus en plus. Fait que c'est des hommes, des femmes qui, avant, étaient dans la classe moyenne inférieure, mais là, la classe moyenne, elle commence à être brassée pas mal. Hein. Donc, c'est très intéressant. Ça fait malheureusement, mais vraiment écho à ce dont on a discuté aujourd'hui. Et d'ailleurs, je veux vous remercier toutes les deux, vraiment, de votre temps, votre présence, votre vraie présence avec un P majuscule. Puis cet échange-là, très, très enrichissant. Merci Geneviève. Merci à toi pour l'invitation. Merci Patricia. J'espère que vous avez apprécié ce moment-là autant que moi. C'était un grand plaisir. Merci à vous qui nous avez écoutés à Causer social. Vous pouvez nous rejoindre sur les réseaux sociaux de Centraide Québec Chaudière-Appalaches, sur Facebook, LinkedIn, Instagram, YouTube. C'était Isabelle Genet. Je vous dis à bientôt pour un autre épisode d'On Cause sociale. Votre présence est discrète, votre impact est concret. Centraide aide 225 organismes.